On a pulvérisé le cap des 40 000 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça sur Service Volé, et du coup pour marquer le coup, petit anniversaire, je vous ai demandé dans l'espace communauté et sur Instagram de me poser des questions. J'ai reçu 489 questions, donc j'ai passé tout mon dimanche à trier tout ça. Ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir aussi explorer la vie d'une chaîne YouTube de 40 000 abonnés. Et on commence avec la première question de Nico RGT. Arrives-tu à vivre de ta passion entre YouTube et les apparitions sur Sans Filet ? Alors, c'est une question qui m'a été beaucoup posée, et la réponse est oui. Oui, c'est mon activité à temps plein, oui, c'est mon travail de m'occuper de Service Volé. J'ai fait la bascule progressivement en plusieurs étapes fondamentales que je vais vous raconter. Ça peut être intéressant, je pense, de refaire un peu le fil. La chaîne, elle a été lancée juste avant Roland-Garros en 2019, et pendant 2 ans, j'ai touché 0. Voilà, il n'y a pas un centime qui est rentré dans ma poche, ça a été un travail, une espèce de passion, hobby au début, c'était ma petite activité secondaire cachée, d'ailleurs j'en parlais pas trop à mes proches. J'avais un petit peu honte, et ça s'est progressivement matérialisé à partir de 2021, et surtout, mi-2021, il s'est passé quelque chose de fondamental pour moi, c'est Twitch qui a lancé un programme pour valoriser les streamers sport sur la plateforme Twitch, et en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il me rémunérait sur les heures regardées par les viewers. Donc ce qui s'est passé à cette époque, c'est que je suis passé de 0€ par mois à 50, 100, parfois 200, donc ça commençait à se matérialiser, je commençais à sentir que pourquoi pas un jour arriver un peu plus haut que ça, continuer à progresser et en faire mon activité principale. Il y a eu un autre cap très important aussi pour moi, ça a été le premium, lancé en catastrophe en fait, parce que j'étais au bout du roulax à la fin de Indian Wells 2022, et vous avez été très nombreux à réagir positivement à ça. J'ai été surpris, ça m'a vraiment, à l'époque, je me souviens avoir versé ma petite larme. Vous aviez été à l'époque 120, 130 à répondre favorablement à cet appel, et ça m'a donné en fait une petite soupape supplémentaire, parce que sinon j'ai arrêté la chaîne. J'ai arrêté la chaîne parce qu'il y avait plus de sens en fait de passer parfois 70, 80, 100 heures par semaine sur les grands chelems pour un résultat quasiment nul. Je pouvais pas forcément concilier ma vie perso, mon activité professionnelle aussi à l'époque, et la chaîne. Ça devenait trop difficile, intenable. Donc par panique, par dernier recours, j'ai sollicité ça. Ça m'a permis de faire le lien entre ce moment qui est mars 2022 et mon début de collaboration avec Eurosport, qui a aussi été un moment fondamental pour moi. Ça a été durant l'US Open 2022. Je leur fais des chroniques hebdomadaires depuis, mais voilà, pour tout vous dire, ça a été une grosse précarité financière à un moment, et il y a vraiment une part de chance. J'en suis conscient, il y a plusieurs événements qui se sont alignés au bon moment. Bon, après, j'ai aussi provoqué certaines choses. C'est notamment moi qui suis allé démarcher Eurosport pour qu'on puisse collaborer ensemble. En 2021, je me souviens, j'avais une forme de rage en moi, j'étais pas heureux, quoi. J'étais vraiment énervé, j'en voulais à tout le monde, j'étais vraiment animé par un sentiment qui te consume finalement. Quand t'es tout le temps dans cette espèce d'énervement, tu détestes la terre entière parce que ça va pas pour toi, et c'est toi en fait que tu impactes le plus finalement. C'est ce que j'ai remarqué au bout d'un moment, et notamment avec un burn-out à la fin de la saison 2021. Ça a été un long chemin. Aujourd'hui, il y a une forme de stabilité, j'en suis très heureux, très, très fier du chemin parcouru. Ça a été aussi grâce à vous, grâce à votre aide, et justement là maintenant, vu que je gagne ma vie grâce à cette activité. Et en fait, pour moi, à partir du moment où tu gagnes un SMIC sur ton activité YouTube ou Internet, demander de l'argent aux gens, je trouve ça assez obscène, indécent pour moi. Je sais que certains le font, mais j'aurais plus du tout cette envie-là, ce réflexe-là. Je trouve que, et je vous l'avais dit déjà à l'époque, que pour moi c'était important de trouver des sponsors pour remplacer cette espèce de financement participatif de la part de la communauté. Ça a été fait pendant un court laps de temps quand c'était absolument vital pour la chaîne. Ça m'a coûté d'ailleurs, je voulais vraiment pas le faire. J'ai attendu le dernier moment pour activer ce levier, mais désormais c'est terminé. En tout cas, j'espère que c'est terminé. On sait pas de quoi l'avenir est fait, mais voilà, pour répondre à cette question, c'est mon travail, Service Volé, c'est mon activité principale. Avant d'aller plus loin dans cette fac, sache que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Quand tu navigues sur internet, chez toi ou sur un Wi-Fi public, tes activités peuvent être interceptées par des êtres malicieux, et ça tombe bien, avec CyberGhost VPN, tu es entièrement protégé du piratage. CyberGhost VPN, c'est aussi un outil pour vraiment profiter d'internet. En 2 clics, tu peux te connecter dans n'importe quel pays étranger et regarder des programmes géobloqués. Ça va te permettre de regarder du sport gratuitement en te connectant à un autre pays que la France. Ça marche pour la Formule 1, le football et attention, même pour le tennis. Tu peux également débloquer
débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix disponibles uniquement en Amérique du Sud ou au Japon. Un autre tips, c'est YouTube Premium. En te connectant à une IP argentine, c'est 1,50 € par mois simplement, donc plus de pub sur YouTube et YouTube Musique illimité. Aucune collecte ni partage de tes données avec CyberGhost VPN et tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes du marché. Au quotidien, je l'utilise. Et tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours plus un support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. C'est vraiment du lourd. Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, je t'offre un truc de zinzin. C'est 2,03 € par mois simplement, plus 4 mois offerts, soit 83% de réduction uniquement pour les GOAT de la chaîne. L'offre est un banger, un banger. Deuxième question de Grenat Bleu, es-tu satisfait de ta communauté? Est-ce pour toi un objectif d'avoir une communauté moins polarisée? Alors c'est une super question, c'est vraiment une super question, c'est évidemment quelque chose que je remarque, que je vois. Le tennis c'est un sport qui est particulièrement polarisé, avec des fans qui sont là depuis longtemps, qui suivent certains joueurs depuis longtemps, très longtemps. Novak, Rafa, Roger, jusqu'à 2022. C'est aussi la durée des carrières du Big Three qui a alimenté, qui a nourri les rivalités, les rancœurs entre les différentes fanbases. Alors attention, faut toujours garder à l'esprit que les gens qui s'expriment sur internet, ça représente 10%, 15% des gens. C'est très faible. Tu fais une vidéo à 30 000 vues, 40 000 vues, tu as au mieux 500 commentaires. Et parfois des commentaires des mêmes personnes. Donc c'est une minorité qui s'exprime sur internet. Très tôt dans l'histoire de la chaîne, et j'ai jamais changé de cap à ce niveau-là, j'ai choisi de titiller un petit peu parce que c'est ma nature, c'est ma personnalité, mais aussi de dédramatiser. Au fond, c'est que du tennis, on parle que de tennis, on parle que sport, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça dans la vie. Moi, ce qui me plaît, c'est aussi les commentaires de grande qualité parfois que je peux lire. Alors, je peux penser à Kevin, Emmanuel, Fab aussi, enfin il y a beaucoup, pas forcément beaucoup, mais au moins une dizaine, quinzaine, vingtaine de réguliers qui commentent et qui apportent des choses très pertinentes dans les commentaires. Alors c'est pas les commentaires qui vont recevoir le plus de pouces, ils vont recevoir 2, 3, 4 pouces, alors que les commentaires les plus clivants, les plus énervés, ça va arriver à 40, 50, 60, et ça nous dit aussi à quel point, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et certains font même d'ailleurs un petit peu du putaclic dans leurs commentaires, je trouve, pas que sur ma chaîne, hein, je le remarque globalement sur YouTube, sur les forums aussi. Cette manière d'engager la conversation, ça a contaminé tout le monde, avec des comportements, des manières de s'exprimer qui sont de plus en plus extrêmes, radicalisés, mais en tout cas les bons commentaires, les commentaires nuancés, développés, bah, c'est aussi la raison pour laquelle cette chaîne existe. Ça fait plaisir de recevoir des commentaires comme ça nourrit la conversation, ça nourrit aussi le sens de la chaîne. C'est un travail d'équipe, Service Volé. Je fais les vidéos, je suis responsable de ça, mais aussi après, c'est vous qui choisissez si une vidéo va fonctionner ou pas. Nouvelle question de Oxproof qui me demande ma prédiction sur le nombre de grands chelems de Djokovic. Alors là, je vous propose de jouer à ce jeu aussi avec moi dans l'espace commentaire sous la vidéo. Je vois Novak Djokovic remporter dans sa carrière et s'arrêter avec un total de 25 grands chelems. Lucas Ducreux qui me demande est-ce que tu es confiant pour l'avenir du tennis avec Sinner et Alcaraz? Bon déjà c'est clair que ce duo c'est une bénédiction pour le tennis. C'est arrivé aussi à un moment finalement propice avec le crépuscule de la carrière de Novak Djokovic. Je dis ça, il va continuer à gagner des grands chelems jusqu'en 2028. Mais ce qui est bien avec Sinner et Alcaraz, c'est que c'est une proposition tennistique qui est complémentaire je trouve. Deux joueurs qui s'apportent mutuellement. Après pour moi il manque quand même un troisième homme, voire un quatrième homme. Ce qu'aurait pu incarner par exemple Holger Rune, un caractère plus volcanique, instable, colérique, quelqu'un qui apporte cette espèce d'énergie qu'a pu apporter Novak dans le duo Rafa-Roger, même si l'histoire du tennis c'est souvent des duos. McEnroe-Borg, McEnroe-Lendl, Becker-Edberg, Sampras-Agassi. Ce troisième, ce quatrième homme, c'est pas toujours naturel, ça n'existe pas toujours dans l'histoire du tennis, mais je trouve que ce serait bien. En tout cas pour la suite de ce sport, j'ai un petit doute, un petit regret, c'est le manque de variété dans le jeu de beaucoup de top players. Il y a beaucoup de plaisir quand même pour moi à regarder ce sport, mais en même temps, la déformation professionnelle fait que je vois tellement de matchs dans une saison que, pour être tout à fait clair, 80% d'entre eux, c'est pas loin d'être des purges. Sbarro qui me demande quel était ton travail ou ma formation avant de faire des vidéos. Alors ça c'est une question qui est revenue énormément. Vous savez, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, que je m'exprime pas du tout sur qui je suis, d'où je viens,
mon âge, ma formation, le mec commence à bégayer, vous voyez, mon prénom, etc. Voilà, c'est des choses qui restent du domaine du privé. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas du tout confiance en Internet. Je pense que l'anonymat, c'est un bien extrêmement précieux. Je comprends vraiment pas les gens qui mettent leur vie privée sur les réseaux, sur Insta, qui vloguent en permanence. Je comprends pas ça. Vraiment, je comprends pas. C'est pas mon truc. De cette exposition, ça l'a jamais été. En vérité, j'ai jamais trop aimé ça. Ce que j'ai déjà dit en public, c'est que j'ai fait une formation littéraire. J'étais plutôt un très très bon élève au début, jusqu'au collège. Et ensuite, c'est parti un peu en sbeul. J'ai un peu vécu sur mes acquis à partir de 12, 13, 14 ans, jusqu'à la fin de ma scolarité. Je sais pas vous, moi j'ai pas aimé cette époque-là, j'ai pas aimé l'école, le conformisme de l'école, c'était pas un cadre qui me plaisait. Ce système-là ne me plaisait pas. Faire, je sais pas, une espèce de formatage des esprits, faut que tout le monde pense, agisse de la même façon, ça c'était pas pour moi. C'était vraiment pas pour moi, ça correspondait pas à mon ressenti, à ma personnalité, à ce que je voulais à cette époque-là. Donc j'ai beaucoup été frustré pendant toute ma scolarité finalement, qui a duré assez longtemps. Ça a été un paradoxe pour moi, ça d'ailleurs, de tirer très loin mes études, tout en détestant ça. Parce que je sais pas, j'avais pas forcément d'idée de ce que je voulais faire dans ma vie pendant longtemps. Ça s'est décanté vraiment sur le tard, cette histoire. Sinon, j'ai travaillé assez loin de la France pendant longtemps. En Asie notamment, j'ai passé plusieurs années en Asie, qui ont été des années très formatrices, très loin de chez soi, apprendre, découvrir une autre culture, se mettre en danger. J'ai toujours valorisé cette espèce de liberté, au détriment de la sécurité et de l'argent. Les thunes, ça a quand même assez souvent été complexe, une relation difficile dans ma vie, mais après, voilà, tu choisis liberté ou tu choisis sécurité, argent, c'est toujours une espèce de lutte. Je sais pas vous de votre côté, mais en tout cas pour moi c'est ça, ça a toujours été une tension entre les deux. C'est rare de pouvoir être en pleine sécurité financière, mais en même temps pouvoir exercer sa liberté, avoir du temps pour soi, pour ses passions, pour son développement personnel. On est toujours un peu dans cette tension-là, donc au final, l'immense majorité des années 2010, je les ai passées loin de la France. Aussi, on me reprend parfois sur les anglicismes et tout ça, parce que même encore aujourd'hui, je parle beaucoup anglais. Et les mots, parfois, viennent plus spontanément en anglais pour moi. Alors là, je fais mon Jean-Claude Van Damme, hein, désolé. Mais en tout cas, voilà, moi j'adore la langue française, j'adore jouer avec cette langue, je trouve que c'est une langue magnifique, plastique, marrante, super marrante. Le français, moi, ça me régale. J'ai vraiment cette formation-là de lecteur. C'est un domaine qui me passionne. Dès que j'ai du temps, j'essaie de lire, j'essaie de continuer à m'instruire, de voir d'autres choses que le tennis. Nouvelle question d'Arthur Novak. Où achètes-tu tes chemises? Alors là, pareil, j'ai eu 15 questions là-dessus, sur les chemises. Alors, j'ai une petite filière secrète. Je ne peux pas en parler, je ne peux pas divulguer cette adresse, ce petit secret, mais en tout cas c'est une filière qui est pas chère. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est des chemises qui valent vraiment pas grand chose, donc voilà, j'ai un stock. D'ailleurs, pour petite anecdote amusante, c'est que la chemise rose, en fait je l'ai achetée en lendemain de cuite, et j'ai acheté cette chemise, et quelques jours après, une semaine et demie après, 2 semaines je sais plus, je commençais avec Eurosport, et j'ai mis la chemise rose, et puis ça a commencé à créer une espèce d'imagerie, de nouveaux persos, entre guillemets, et puis c'est resté. Nouvelle question de Flavien Hirsch, l'exploit le plus marquant de l'histoire du tennis. Alors ça c'est une super question aussi, on va se restreindre à l'Air Open, si tu me permets Flavien, ma connaissance avant tout ça, le circuit pro, les années 60, c'est un travail que j'ai fait, et qui est un travail de longue haleine, qui prend du temps, mais on va se restreindre à post 69, et du coup je dirais qu'il y a 3 exploits pour moi alors que mon nez me gratte à un niveau absolu. Je dirais le grand chelem calendaire de Rod Laver en 69. L'autre exploit fondamental pour moi, c'est le triple doublé de Borg 78, 79, 80 entre Roland-Garros et Wimbledon, à une époque où les deux surfaces sont diamétralement opposées, et Borg qui a réussi à se réinventer d'une manière géniale, fantastique à cette époque. C'est un exploit qui est monumental. Et le dernier exploit en date pour moi, c'est les 14 Roland-Garros de Rafa. Le record intouchable, à mon sens, du tennis, de l'histoire du tennis, celui-là, à mon avis, il sera impossible à aller chercher. Iliane Bedrani qui me demande, le Big Three a-t-il tué le tennis? Alors c'est une question trollesque, mais c'est une question qui mérite d'être posée, et ça vaudrait un podcast de 2 heures, une thèse. Si vous faites votre mémoire, faites un mémoire sur le Big Three, sur son impact.
Forcément, il y a eu plus de bonnes choses que de mauvaises choses avec le Big Three, c'est sûr. Il n'y a aucun débat par rapport à ça. Ça a amené tellement d'attractions, de tensions, de conversations, de matchs géniaux. Les matchs entre Nadal et Novak, les matchs entre Novak et Roger un petit peu, les matchs, les Fedal également, superbes, les 40 Fedal. Mais en même temps, on comprend aussi avec le recul une certaine, pas de nocivité, mais ça a amené des choses négatives. Par exemple, un ultra focus sur les grands chelems. Ça a mis le cap là-dessus, sur les records, sur les stats, sur les débats stériles, et je le trouve au détriment du jeu. Il y a de moins en moins de conversations autour du jeu, autour de la technique, autour de la tactique. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur sur la chaîne, et vous le voyez, quasiment toutes les vidéos contiennent de la tactique, de la stratégie, parfois un petit peu de technique. J'essaye d'allier les deux. C'est pas évident de le faire avec des palettes complètement statiques, il faut essayer de bien animer tout ça, trouver les bons mots, mais sur les grands événements, je le fais tout le temps, c'est important pour moi. Je remarque aussi, parce qu'il y a le watch time, on voit ce que regardent les gens, ce que vous préférez. Vous préférez les face cam, on a l'impression de discuter en face à face, c'est évident. Je le vois dans les stats. Mais je retirerai pas ça. Donc oui, le Big Three, ça a modifié nos attentes, ça a modifié notre perception du tennis, et je pense qu'on est devenu beaucoup plus exigeant. Jules, Tennis Universe, qui me demande comment je m'organise la routine et les heures de travail. Comment est-ce que la chaîne fonctionne? C'est un peu la question de Jules. Alors ça a beaucoup changé au fur et à mesure des années. J'avoue qu'au début 2019, 2020, bon, j'étais un peu entre deux à ce moment-là sur là où j'habitais. La période Covid, elle a été compliquée pour tout le monde. 2021, ça a commencé à changer un petit peu certaines choses pour moi, cette période-là. Mais c'est clair que je vivais comme un ermite. Je vivais comme un ermite, volet tiré, je faisais des courses pour une semaine et je sortais pas de chez moi, quoi. J'avais une vie mais complètement dévouée à ça. Et je vous le dis, en 2021, j'étais vénère. Je voulais y arriver, quoi. Je voulais que ça avance. Et j'étais coincé. J'étais 500, 501, 502 abonnés. T'es là... Tu fais 100 vues, tu fais 150 vues. Le format du digest, il a changé ça. La chaîne, elle a commencé à prospérer à partir du moment où j'ai lancé ce format en début 2021. Et là, maintenant, je dirais que je valorise plus l'équilibre, essayer de faire plus de choses à côté, du sport, prendre du temps pour soi, bien s'alimenter aussi. Maintenant, il y a plus trop de conneries par rapport à tout ça, sauf après les grands chelems, je me fais un peu plaisir pendant 1 ou 2 jours, comme Tyler Fritz. Mais en tout cas, les grands chelems, ça représente 80, 90 heures, 100 heures de travail par semaine. Sur la première semaine, c'est plus de 100 heures même d'ailleurs, sur les grands chelems. Après, sur les Masters 1000, typiquement comme Monte Carlo, où j'ai fait une quotidienne, on est sur du 80 heures plus. Voilà, c'est à peu près le volume de travail. Alors certains vont peut-être dire, regarder du tennis, c'est pas du travail. Mais ça le devient. Ça le devient in fine. Ça le devient quand c'est dans son activité professionnelle. On regarde plus le tennis de la même façon. Et surtout, ma manière de procéder, c'est avec mon ordinateur, prêt à prendre des captures d'écran. Ensuite, je renomme la capture d'écran, je fais une espèce de film du match. Il y a beaucoup de coupes aussi, finalement. Je vais couper 70% du contenu que j'ai préparé avant la vidéo. Ça, c'est difficile à accepter, hein. Il faut l'accepter, il faut tolérer le fait que tu as regardé un match pendant 4 heures pour ne pas en parler en vidéo. Ça, ce sont des choses invisibles, mais il faut pouvoir l'accepter. Et après, quand on est sur des tournois de 2-3 vidéos, là, je suis plus sur du 50 heures par semaine. 45-50 heures par semaine. C'est des horaires qui sont assez intenses. Il faut essayer donc de bosser son alimentation, son équilibre, le sport, allouer des moments de relaxation, faire aussi des choses qu'on aime. Dans vos activités à vous, je pense que c'est pareil. Vous avez ce défi d'allier des choses qui vous font pas kiffer, que vous faites par nécessité, parce que vous devez gagner de l'argent, parce que vous devez subvenir aux besoins de vous-même ou de votre famille. Mais en même temps, il faut, et c'est important, avoir du plaisir et trouver des moments de plaisir. Nouvelle question de Padmil, qui me demande comment animer une vie de club, parce qu'il est manifestement très impliqué dans sa vie de club, et est-ce que j'aime Elden Ring? Alors oui, c'est une bonne question ça, j'adore Elden Ring, je l'ai pas fini. Pas le temps pour ces conneries, mais je suis un ancien avec From Software, et notamment Demon's Souls, que j'avais importé à l'époque de Hong Kong, il me semble, sur PS3. Ça avait coûté les yeux de la tête, mais voilà, j'étais déjà fan à l'époque de cette propale vidéoludique. Pour te répondre sur le tennis, moi j'ai fait du club pendant 8 ans. Je sais pas si je vais être pertinent pour te répondre. Je suis plus dans le monde du club là sur ces dernières années. Je pourrais pas te répondre précisément. Après, moi de mon expérience, c'est vrai que je trouve que dans la pédagogie, il faut essayer de garder cette notion de plaisir. Impliquer l'enfant
ou l'adolescent, c'est important, créer cet esprit de groupe, cet esprit d'unité. Alors je sais pas si c'est vraiment facile à faire avec la génération des personnes qui sont nées en 2005, 2006, un peu plus tard, les 2010. Franchement, je sais pas, je pourrais pas te répondre. J'imagine qu'il y a d'autres défis que ma génération, par exemple, peut-être un peu plus compliqué en termes de concentration, de regard, de jugement. Chaque génération a ses propres caractéristiques. Oh, la nouvelle question de Pocos qui me demande comment concilier la chaîne et la vie perso, les sorties, les rencontres. Alors, Pocos, ma vie de clubbeur, elle est derrière moi. Elle est finito. Ces moments-là, les sorties jusqu'à 3-4 heures du mat, j'en fais encore un petit peu, mais c'est rare, quoi. Ça se compte sur les doigts d'une main, une seule main par année, les craquages comme ça. C'est important aussi, ça fait du bien, ça permet de complètement lâcher prise, mais je le fais beaucoup moins. Beaucoup moins qu'à une certaine époque, parce que c'est pas tenable, quoi. Je vieillis, mine de rien, faut être lucide par rapport à son âge, à ses aspirations, et puis c'est plus forcément trop mon kiff aussi de faire ça tout le temps, quoi, parce que déjà ton corps il doit récupérer, compliqué. Voilà, donc je me suis rangé des affaires, déjà ça c'est un premier point, et puis l'autre réalité c'est que quand tu couvres le tennis, on va dire qu'une quarantaine de tes week-ends sont complètement occupés, donc ça fait que t'as pas le loisir de sortir. Moi je peux pas sortir le samedi soir, la veille d'une finale, quoi. Si j'ai une vidéo à faire, si ensuite je dois aller faire le mag sans filet derrière, non, je vais pas arriver complètement explosé, à bafouiller, tout rouge. Donc forcément, on est en décalage avec les autres. Quand on fait ça, il y a évidemment d'autres métiers plus importants que le mien, qui doivent travailler le week-end. C'est un choix qui concerne d'autres boulots, et je le respecte profondément. Peut-être encore plus que ce que je fais moi-même, parce que moi je fais pas un travail d'utilité publique. En tout cas, voilà, il faut accepter de manquer des événements importants de sa vie, des anniversaires, des réunions familiales, des invitations des copains, des mariages, des enterrements. Et j'ai raté un enterrement hyper important pour moi, à cause de la chaîne. Je le regrette maintenant, c'est une erreur, j'aurais dû y aller. Je m'en veux beaucoup, parce que c'était une personne que j'aimais profondément. Et j'y suis pas allé parce que je devais bosser, je devais faire une vidéo pour la chaîne, il y avait une nécessité à ce moment-là. Voilà. C'est des moments qui pèsent sur la santé mentale parfois, parce que on se demande si on a fait le bon choix, est-ce que c'était vraiment judicieux de faire ça? C'est compliqué, il y a toujours un arbitrage à faire, et la chaîne, depuis mai 2019, c'est ma priorité principale. Quand on se retrouve dans des situations comme ça, on peut tomber dans des passages compliqués, un peu dépressifs. Il faut réussir à se relever de ça et à sortir de ça, c'est important. Surtout que quand tu es dans un travail exposé où tu es filmé, ça se voit plus, forcément sur ta tronche quand ça va pas. Ma chaîne, c'est très très important pour moi, c'est mon bébé, mais il n'y a pas que ça. Nouvelle question de Lutrineur qui me demande à quand un C-match qui m'ont marqué sur l'Open d'Australie 2012 entre Djokovic et Nadal. J'ai envie de le faire cet épisode, vous le savez, je pense. Ces matchs qui m'ont marqué, j'adore ce format. En fait, vraiment, je vous le dis, si c'était moi qui choisissais, je ferais que ça. Je ferais que des documentaires, je ferais des podcasts, j'irais voir les joueurs, je ferais peut-être même un court-métrage ou des documentaires, quoi. Je ferais ça, ce serait mon activité, si je pouvais vraiment choisir. Mais la réalité, c'est que le quotidien du tennis, parler du tennis de façon comme les digests sur les grands chelems, c'est le modèle économique qui veut ça. Je dis pas que c'est la purge, mais si je devais choisir, je partirais quand même plus sur les documentaires, donc ça sortira un jour, il faut juste réussir à trouver le temps. Val le Lantin qui me demande quel est le prochain objectif de la chaîne. Est-ce que l'audience actuelle est suffisante? Alors oui, elle est suffisante pour en vivre, mais il y a aussi, derrière Service Volé, l'envie d'aller pousser encore plus, d'aller grimper les échelons du YouTube Game, essayer de concurrencer aussi le basket, pourquoi pas le foot qui a des chaînes à 1 million d'abonnés, c'est impossible pour moi bien sûr, mais pourquoi pas continuer à avancer, 50 000, 100 000 un jour, il faut pas se fixer de limites, je trouve, il faut être ambitieux, il faut vouloir continuer à progresser. En fait, quand tu stagnes, pour ma vision des choses, ma personnalité, quand je stagne, je m'ennuie, et quand je m'ennuie, je pense que j'arrêterai la chaîne si j'étais satisfait. En tout cas, voilà, faire des collaborations, ça pourrait être cool, des collaborations pas toujours forcément sur le tennis, mais des ponts entre les différentes activités. Par exemple, j'adore les échecs, pourquoi pas faire quelque chose un jour avec Blitzstream. L'idée, ce serait de faire des docus, comme je vous en ai déjà parlé sur la question précédente, et après voilà, c'est toujours une histoire de temps, de moyens matériels aussi, mine de rien, et la chaîne étant gérée d'une manière complètement artisanale et solitaire. Flo qui me demande: peut-on être considéré comme un fan de tennis si on n'a pas connu ce sport avant les années 2000? Non, impossible, c'est faux, ça n'existe pas. Vous ne connaissez rien au tennis. Non, je vous troll. Non, si, bien sûr, bien sûr. Tu peux avoir découvert le tennis en 2019 et être un fan de tennis, bien sûr, il n'y a pas d'élitisme à avoir. Par contre, j'ai remarqué quelque chose quand même, je trouve que les gens qui ont vécu le tennis avant le Big 3
Souvent, ils ont un meilleur esprit de synthèse, meilleure vision. Ils sont moins animés par les débats débiles qui peuvent tendre certaines personnes. Ils ont plus de recul et souvent ils sont moins polarisés. Astrounet qui me pose une question essentielle. Est-ce que je suis en négociation avec l'ATP? Alors oui, j'ai un interlocuteur, on s'est échangé des mails, on s'est appelé, et la réalité c'est que ça a quand même très peu de chances d'aboutir cette histoire. Parce que les patrons de l'ATP, c'est la vieille génération, c'est la vieille garde. Ils n'ont pas forcément conscience des problématiques de chaîne YouTube, de droit à l'image. Ils sont extrêmement protectionnistes, ce qui peut s'entendre, hein, pourquoi pas. C'est une politique comme une autre. C'est pas une politique qui est efficace, à mon sens. Pas forcément parce que je suis impliqué dans la conversation, hein, mais je pense que ce que fait le basket, c'est beaucoup plus pertinent de laisser libre cours aux créateurs d'utiliser certaines images, pour moi en tout cas. Ils voient pas, ils comprennent pas la valeur de certaines chaînes. Je peux penser notamment à Muljari. C'est au tour de Selim Ziani de me poser une question et il me demande quel est mon tennisman préféré entre Tsitsipas, Medvedev et le Z. Alors déjà, cette next-gen, moi, elle me fume. J'adore cette génération d'espèces de losers magnifiques. Alors attention, on parle de personnes qui ont gagné des dizaines et des dizaines de millions dans leur carrière, donc on aimerait bien des losers comme ça. Mais tennistiquement, c'est Stefanos Tsitsipas, mon joueur préféré des trois. Hors cours, je dirais Daniil Medvedev, qui a l'air d'être un personnage très intelligent, pointu, malin, parfois agaçant sur le court, avec une attitude qui peut avoir quelques excès, mais Daniil sur le côté humain. Isabelle Martin m'a posé la question, alors c'est une longue question, vous le voyez, sur la Fédération Française de Tennis, sur le tennis français carrément. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ça, c'est la question qu'on se pose depuis 1983, quelques minutes après la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Non, mais plus sérieusement, je vous apprends rien, il y a un certain entre-soi dans tout ça, dans cette famille française du tennis. Une opacité, une grande opacité, et c'est un terme qui est peut-être un petit peu fort, qui va chatouiller certaines oreilles, mais je trouve qu'il y a une certaine forme de lâcheté aussi dans la manière de ne pas assumer certaines contre-performances. On peut penser aux Jeux Olympiques notamment. Ljubicic qui est envoyé au feu comme ça, qui pose sa démission tel un acteur hollywoodien, on sait très bien qu'il va pas être renvoyé. C'est le paratonnerre, mais le reste, ils sont en vacances, ils mangent bien, ils n'ont pas perdu leur travail. Il y a eu un audit d'ailleurs à la Fédération Française de Tennis pour des conditions manifestement déplorables, conditions de travail compliquées. L'épisode Escudé-Ljubicic, ça a été lunaire aussi de la manière dont ça a été géré. Très opaque. Alors l'idée pour les joueurs, je pense, c'est de prendre sa carrière en main le plus tôt possible, s'écarter de tout ça, ne pas compter sur la fédération, ne pas compter sur quelqu'un d'autre pour sa carrière. C'est un projet qui doit être pris en main très tôt, mais en même temps, il faut un financement. Alors comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu vas trouver un mécène? Est-ce que tu vas, avec la Champseed de Patrick Mouratoglou, grand mécène également, t'as l'Elite Tennis Center, il y a différentes académies privées en France. Je pense que c'est un sujet qui est complexe, hein. Si t'es un jeune espoir de 12-13 ans, comment est-ce que tu construis ta carrière, comment est-ce que tu l'organises, avec en fait pléthore d'offres, mais en même temps beaucoup de pièges. On arrive bientôt au bout de cette longue vidéo, et c'est une question de Flucas. Super question sur la corruption carrément. Qu'est-ce que ça change d'avoir un audimat qui augmente? C'est une vraie bonne question, c'est une super question parce que elle est dans ma réflexion, elle est là, elle est présente. C'est un sujet, pour moi c'est un vrai sujet, donc c'est intéressant qu'on me pose cette question. J'aurais jamais eu l'occasion de répondre à ça sur une vidéo. Quand tu as une chaîne, il faut réfléchir sur ce que tu es, sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux véhiculer. Tu contrôles pas tout. On peut pas tout contrôler. Je suis un petit peu un contrôle fric sur certaines choses, comment la caméra est mise, les posters, voilà, comment la vidéo est faite, comment la vidéo est produite. J'aime bien tout maîtriser comme ça sur YouTube, mais parfois il y a des choses qui nous échappent. Et il faut l'accepter. Certaines personnes vont te détester ce que tu fais, détester ce que tu dis, détester ta tronche. Ça peut arriver, ça existe, faut l'accepter en fait. Ça fait partie du truc. Faut réussir à rester naturel, c'est pas toujours facile, c'est un exercice qui peut être compliqué, avec les pressions, les tensions, les différents enjeux qu'il peut y avoir autour d'une chaîne. Alors c'est sûr que quand je fais une vidéo sur Roland-Garros, quand Novak se blesse, bah tu sais que la vidéo elle va beaucoup fonctionner, mais ça rajoute de la pression. Il y a une pression faut que je délivre un truc qui soit cohérent, qui soit bien, parce que ça va être une vitrine pour la chaîne. Et sinon, au niveau des propositions, bah, franchement, j'ai dû refuser 90% des propals qu'on m'a faites. J'ai refusé un nombre incalculable de propositions surtout depuis, je dirais, un an environ que... Je me gratte beaucoup le nez, je suis désolé dans la vidéo, mais je sais pas ce qui se passe, il y a un truc sur le pif là.
Oui, j'ai refusé énormément de propositions. J'ai vraiment refusé une quantité délirante, l'immense majorité, parce que soit j'aime pas, soit c'est un peu shady, soit j'ai pas envie de me lancer là-dedans, ou j'ai pas envie d'utiliser la communauté. Je respecte la communauté, je respecte les gens qui me regardent, alors je sais que parfois certains placements produits sont un peu longs pour certains, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire pour faire vivre la chaîne, parce que sinon, on fait une cagnotte, quoi. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, j'ai pas envie de demander de l'argent aux gens, et donc le modèle économique de ma chaîne, j'ai besoin des sponsors pour vivre. C'est impératif. Sans ça, ce serait beaucoup plus compliqué, ce serait beaucoup plus précaire. Je peux vous donner un exemple, j'ai refusé une offre à 4 chiffres pour une sponsor. L'autre réalité, c'est que le fait de faire du plateau, ça a changé ma perspective de la chaîne. J'ai mis du temps à digérer ça aussi. Parce que quand tu découvres un autre monde, quand tu fais du plateau, tu reviens ensuite à ton habitat naturel, on a l'impression qu'on fait un pas en arrière. Parce que c'est tellement facile le plateau. Tu t'installes, tu gères pas la miniature, tu gères pas le montage, tu gères pas la mise en ligne. Moi, ma vidéo, le temps de production de la vidéo, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus complexe. Il y a l'échange avec la communauté qui est super important. Si vous me mettez de très bons commentaires, je vais y répondre, je vais les valoriser. Même certains commentaires un peu trop lesques, je vais y répondre. Alors je peux pas m'engager dans tous les commentaires mesquins, méchants, les attaques, je vais pas perdre mon temps là-dessus, c'est vraiment dépenser son énergie pour rien. Je valorise votre présence, vos commentaires, c'est très important pour l'esprit de la chaîne, donc au final tout ça prend beaucoup de temps, quoi. Le plateau, il y avait une espèce de libération au début où je me dis ah ouais, c'est possible de faire à peu près ce que je fais, mais juste d'être assis 1 heure, parler, paf, terminé. Il y a un côté qui me plaît. J'aime bien l'alternance des deux. C'est vraiment chouette, ça permet de respirer. En tout cas, cette question d'audimat qui augmente et comment est-ce que tu restes toi-même malgré tout ça, bah, c'est un vrai truc qui m'anime, donc c'est une bonne question de ta part, Flucas. Avant-dernière question de Nat DLC qui me demande quand est-ce que j'ai décidé de créer du contenu tennis sur YouTube. Alors j'en ai déjà parlé, on va répondre rapidement, mais pour les nouveaux venus sur la chaîne. En fait, j'étais frustré par la proposition tennistique à l'époque, quand j'ai lancé ma chaîne, mais c'est un truc qui me travaillait depuis longtemps. Alors j'ai pas fait d'école de journalisme, je suis passé par des sentiers, des chemins détournés, c'est un peu l'histoire de ma life, mais j'avais ce tiraillement, j'avais envie de produire un truc, et en fait je l'ai lancé comme ça, un peu en panique, avec pas du tout le matériel adapté, avec un ordinateur qui avait 10 ans, un vieux truc, des écouteurs pourris pour lancer les premières vidéos audio tout simplement. Ça a été nul pendant 2 ans. En fait, je pense que dans n'importe quoi, faut accepter d'être nul suffisamment longtemps pour qu'à un moment donné, tu vas t'améliorer, quoi. Et faut être lucide aussi sur ce que tu produis, ça c'est important. Moi je sais que c'était nul au début, c'était vraiment nul, mais nullissime, quoi. En te revoyant nul, en observant ta nullité, tu vas améliorer un point, tu vas passer de nul à sacrément nul, ensuite ça va être vraiment nul, ensuite ça va juste être nul, enfin vous voyez l'idée. La ultima pregunta, et oui c'est la fin, c'est Falsen HD qui décroche la dernière question, le joueur qui me donne le plus de zizir, eh bien je vais vous surprendre ou pas, c'est Karolina Mourova, sublime joueuse depuis 1 an et demi, j'adore, alors quand elle est fonctionnelle malheureusement, parce que c'est une joueuse qui est souvent blessée, elle pue le tennis quoi, elle pue le tennis, magnifique cette joueuse, sublime. Sinon chez les garçons, si on se résume à la tactique, je dirais Novak, parfois Daniil. Je trouve que c'est des joueurs qui sont très intéressants à analyser tactiquement. Je sais que quand je vais faire une palette sur Novak ou sur Daniil, c'est un petit bonbon, c'est un petit délice. Au niveau esthétique, là c'est plus Alcaraz pour moi, Musetti, Dimitrov aussi, sur le plaisir esthétique de ce qui se passe sur le court. Et au niveau dramatique, là je dirais Stefanos Tsitsipas. Je trouve qu'il y a un côté perdant magnifique, crash industriel qui est superbe, comme Rune actuellement. Vous allez voir cette vidéo dans 6 mois et Rune aura remporté l'Open d'Australie 2025, et Rublev aussi. Rublev, c'est un crash industriel en permanent, et il y a un côté touchant. Nous arrivons au terme de ce hors-série sur Service Volé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. D'ailleurs, vous pouvez continuer à me poser des questions dans les commentaires. Je répondrai à certaines d'entre elles, le plus possible, pour qu'on continue un petit peu cet échange. Je fais rarement cet exercice parce qu'il y a un côté ego trip quand même de parler de soi pendant 40% d'une vidéo. Je l'ai faite, elle existe la vidéo, c'est une vidéo qui est publiée en 2024, il y aura plus de formats comme ça pendant un petit moment je pense, donc voilà, c'est tout. Je vous embrasse, à très vite. Et un immense merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, empêche des êtres malicieux, des loustiques, de capturer tes données sur internet, mais également débloque tous les contenus géobloqués. Ça c'est simplement pour 2,03 € par mois, c'est pas grand chose, alors n'hésite pas à profiter de cette offre exceptionnelle.